Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Allons plus loin. C'est reparti pour une belle année de réflexion sur les grands sujets d'actualité politique et parlementaire. Des questions, beaucoup de questions, peut-être quelques réponses aussi, on l'espère. En tout cas, on est ensemble pendant 1 heure, sans interruption. Voici le programme. Dans une demi-heure, notre match des idées, confrontation de points de vue ce soir entre Jean-Hervé Lorenzi et Benjamin Correa. On a un peu de recul sur le plan de relance annoncé par Jean Castex. On va donc profiter de ce recul pour vous éclairer. Le principal reproche qui lui est fait, c'est l'absence, supposée ou réelle, de contrepartie pour les entreprises. Distribuer de l'argent, oui, mais pas sans condition, notamment sur l'emploi. L'exécutif fait-il un pari trop risqué? Hashtag ALPL pour réagir sur Twitter. Mais d'abord, notre grand débat, on s'arrête ce soir sur le thème qui s'impose dans l'actualité des dernières semaines et qui sera probablement un sujet, celui de la campagne présidentielle, la sécurité, ou plutôt l'insécurité. La France en est malade, nous dit Gérald Darmanin. À 2 jours d'un séminaire gouvernemental sur le sujet, le ministre annonce quelques mesures contre le trafic de drogue et il persiste et signe sur le choix du mot ensauvagement. Faut-il parler d'un tournant sécuritaire dans ce quinquennat? On se pose la question avec nos invités dans un instant. Après les faits et les réactions, c'est un sujet signé Quentin Calmet. Gérald Darmanin assume et il enfonce même le clou. Après la querelle sémantique sur l'ensauvagement, le ministre de l'Intérieur présentait ce matin dans Le Parisien son futur projet de loi contre les séparatismes ainsi que d'autres mesures contre la délinquance. Dans cette interview, il parle d'une France malade de son insécurité. Ainsi, le gouvernement entend renforcer la présence policière dans les rues et désormais, les chiffres de la délinquance seront communiqués tous les mois. La France connaît des faits d'insécurité graves, d'autant plus inquiétants, M. Bourdin, qu'ils touchent les Français populaires. Une politique du chiffre qui vise à rassurer les Français et à prendre ce thème à bras le corps au moment où l'extrême droite s'est déjà largement emparée du sujet. Ce week-end encore, à Fréjus dans le Var, Marine Le Pen est revenue sur les faits divers qui ont émaillé l'été. On est en droit de se demander ce qu'est devenu notre pays. Vers quel abîme roule-t-il lorsque dans le même temps tout est fait pour neutraliser l'action des forces de l'ordre, les diffamer et les fragiliser? C'est une véritable barbarie qui s'installe. Même tonalité chez certains responsables LR, samedi, à l'université d'été des jeunes, au Port-Marly, dans les Yvelines. Bruno Retailleau a dénoncé le manque d'autorité de l'État, tout en affirmant que la violence augmente en France. Comment Emmanuel Macron pourrait-il reconstruire la cohésion nationale, reconstruire l'État régalien, alors que c'est Emmanuel Macron qui vient de libérer ces derniers mois plus de 13 000 détenus de nos prisons? À 20 mois de l'élection présidentielle, l'insécurité fait donc à nouveau la une du débat politique. Le signe aussi qu'Emmanuel Macron n'entend pas abandonner ce sujet cher à la droite. Et avec nous pour le premier grand débat de la saison, Sylvain Boulouk, bienvenue. Vous êtes historien spécialiste de l'extrême gauche et de l'anarchisme, enseignant-chercheur à l'université de Reims. Ambroise Méjean, bienvenue à vous également. Vous êtes délégué général des Jeunes avec Macron, conseiller en communication du groupe La République En Marche au Sénat. Thierry Clerc, bienvenue. Vous êtes secrétaire national du pôle province au sein d'UNSA Police, un syndicat de policiers. Et puis avec nous également, mais à distance, vous le voyez, Jean-Raymond Hugonet, sénateur LR de l'Essonne. Merci à tous les 4 d'être avec nous. Lutter contre l'insécurité pour Gérald Darmanin, ça semble commencer par une lutte contre le trafic de drogue, Thierry Clerc. Est-ce que c'est le bon angle d'attaque? Est-ce qu'il a raison? Trafic de drogue, c'est vrai qu'il y a des problèmes de stupéfiants. Les stupéfiants sont très lucratifs, il y a des réseaux qui sont organisés, il y a des quartiers d'ailleurs où certaines personnes, en tout cas des petits groupes, mais certaines personnes ne vivent effectivement que de l'argent qui est rapporté par la drogue. Donc, et il dit que c'est le point de départ de plusieurs problèmes d'insécurité. C'est un point de départ. C'est vrai qu'il y a des jeunes d'ailleurs, des toxicomanes qui deviennent délinquants par rapport aux besoins qu'ils peuvent avoir de se procurer justement ces produits stupéfiants et donc en fait des consommateurs qui deviennent par la suite des petits vendeurs, des plus gros vendeurs parce que tout simplement ils ont un besoin. Donc ou qui vont rentrer dans la délinquance par rapport à des actes de délinquance, de vol, de recel parce qu'il leur faut de l'argent, des numéraires pour justement se procurer leurs produits. Donc effectivement il y a un vrai problème en ce qui concerne les stupéfiants, ça pollue certains quartiers, c'est un problème véritablement sur lequel il faut s'attaquer. Cela étant, c'est pas le seul. La délinquance elle est multiple, il y a effectivement les stupéfiants, il y a également les cambriolages, il y a la prostitution, il y a énormément le proxénétisme lié à la prostitution. Il y a énormément de thèmes qui doivent être abordés. Mais c'est vrai que
les stupéfiants, véritablement, rapportent et brassent énormément d'argent et polluent complètement la vie de certains quartiers. Jean-Raymond Hugonet, ça va dans le bon sens pour vous? Parce que le ministre de l'Intérieur nous dit que cela doit être l'alpha et l'oméga des interventions. Parce que cela finance le crime organisé, le terrorisme et l'insécurité quotidienne. C'est une priorité qui a du sens pour vous? Mon prédécesseur dans la discussion a bien dit les choses. C'est un des éléments. La difficulté pour Gérald Darmanin, c'est qu'il doit montrer très vite des résultats et on est là dans une espèce d'agitation. Voilà. Le problème est bien plus profond que ça. Un monsieur qui s'appelle Alain Bauer, criminologue éminent, a donné exactement la définition. Alors, on n'est pas dans l'ensauvagement et on n'est pas non plus dans le fantasme de l'insécurité. On est dans ce qui s'appelle l'anomie. Voilà, c'est-à-dire qu'une société ou des aides d'une société refusent les règles qui s'imposent à eux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors ensuite, vous le déclinez sur tous les secteurs. Le trafic de drogue, il y a des lois qui existent depuis des lustres. Et pourtant, ces trafics existent et ils sont extrêmement rémunérateurs, ça a été dit. Et aujourd'hui, pour s'y attaquer, croyez-moi, alors que les milices tchétchènes règlent à la Kalachnikov dans le centre de Dijon leurs problèmes, vous pensez bien que ce n'est pas des rodomontades du ministre de l'Intérieur qui vont changer quoi que ce soit, on le sait. On a déjà eu précédemment des ministres de l'Intérieur, des chefs d'État qui ont eu le même langage. Mais dans les faits, concrètement, pas grand-chose. Sylvain Bouloug, le ministre de l'Intérieur, parle aussi de verbaliser. Ça doit être la priorité. Est-ce que pour vous c'est faisable? Est-ce que pour vous ça suffit? Est-ce qu'il a une bonne approche de cette problématique? Alors, l'approche ministérielle, je ne pourrais pas la juger. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est qu'on est dans un continuum sécuritaire depuis un certain nombre d'années, voire de décennies, avec des fluctuations. C'est-à-dire que c'est une thématique qui était montée dans les années 80, qui était redescendue dans les années 90, qui était remontée à la veille de l'élection présidentielle de 2002. En 2001, de nouveau, on parlait énormément de la violence sociétale et de la violence de la société. Elle avait plus ou moins, enfin, elle était réapparue à l'occasion de la campagne présidentielle de 2007, puis elle s'était effilochée, avait disparu, et là revient comme un thème d'actualité. Alors après, on est dans un jeu systématique d'opposition autour de cette question sécuritaire et de danger, de mise en danger de la société. Avec des termes qui sont, alors pour les historiens, assez surprenants, parce que l'ensauvagement, quand on parle en termes historiques, c'est pas du tout ça, c'est la violence de la société au sortir de la Première Guerre mondiale, ou pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire c'est la violence des combats. Est-ce qu'on peut parler de ce même terme à propos de la situation qui se développe aujourd'hui? Ça me semble un peu ambigu. Et puis la deuxième expression de sauvage, ça renvoie à la colonisation, et là c'est aussi une forme, c'est ce qui avait été reproché à Jean-Pierre Chevènement en 1998 quand il avait parlé des sauvageons, en disant il renvoie à l'imaginaire colonial de la France. Donc il y a des expressions qui ne sont pas forcément, pour qualifier un problème, qui ne sont pas forcément les plus habiles sur le sujet. Après, il y a une violence qui existe dans la société. Il faut peut-être la mettre en relation avec un certain nombre d'autres paramètres qui sont la crise économique et sociale, qui sont l'augmentation de la violence qu'on peut constater en deux temps. D'une part, à partir du moment où il y a eu l'apparition des chaînes d'information continue, on a constaté une augmentation de la violence. Vous faites un lien avec l'apparition des chaînes d'information continue? C'est un constat où, en tous les cas, ce discours sur la violence est devenu de plus en plus fréquent. Et la deuxième augmentation, alors là, de la violence qu'on peut constater depuis quelques années, c'est les nouveaux moyens de communication, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Vous avez une violence lexicale qui existe dans les réseaux sociaux qui va finir par se traduire dans la rue, dans la société, parce que les échanges se réduisent. Vous prenez n'importe quel échange Twitter ou Facebook, au bout de 5 minutes, vous passez du vocabulaire courtois à l'injure. Et ça, c'est un des premiers pas, ce que les historiens qualifiaient depuis le 19e siècle, vers justement une violence sociale beaucoup plus large. Donc il y a une part de responsabilité dans la libération lexicale d'un certain nombre de termes, qu'on retrouve pour plein de domaines. Alors, il y a une autre annonce forte de Gérald Darmanin, parce qu'on reviendra sur les termes et cette querelle sémantique, évidemment, qui est importante dans ce débat. Mais revenons d'abord sur les mesures annoncées par Gérald Darmanin dans cette interview au Parisien avec Marlène Schiappa. C'est un point presse
tous les mois pour annoncer les résultats des forces d'intervention, des forces de l'ordre, des chiffres donc. Et pour justifier ce point presse, Marlène Schiappa nous dit « La confiance, ça passe par la transparence. Ce que nous sommes en train de mener, c'est aussi un combat culturel pour l'ordre républicain. Il se mène en étant offensif et en communiquant sur ce que l'on fait. » Ambroise Méjean, quel intérêt y voyez-vous ? Je pense que quand on regarde l'état de la société aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez clair. Les sondages nous disent qu'il y a 68% des Français qui se sentent en insécurité. Pour revenir sur le terme d'ensauvagement que Gérald Darmanin qualifiait aussi dans son interview au point de violence mimétique, mais il disait que le terme d'ensauvagement avait cette puissance parce qu'elle parlait aux gens et qu'elle parlait à leur ressenti. Elle parle à l'émotion, elle parle aux tripes, oui, elle ne parle pas vraiment au cerveau. Mais parce que c'est ce que les gens ressentent. Et 70%, c'est un sondage qui est sorti tout à l'heure, 70% des Français estiment que le choix du mot est justifié. Et ça traverse toutes les lignes partisanes, même les sympathisants d'Europe Écologie Les Verts, dont on pourrait dire qu'ils ne sont pas forcément partie prenante de ce mot-là au départ, sont 61% à considérer qu'il emploie le mot juste. La question, c'est à la fois de savoir décrire ce que les gens ressentent, c'est l'objectif du politique, mais aussi de mettre des chiffres dessus. Et c'est pour ça qu'il faut aussi un peu faire redescendre le débat. Et je pense que l'annonce de Gérald Darmanin et de Marlène Schiappa sur les chiffres, c'est quelque chose d'extrêmement utile parce que ça va nous permettre chaque mois d'avoir un baromètre fiable des services de l'État qui nous permet de savoir si oui ou non sur certains sujets, il y a les violences conjugales, il y a les interventions de la police, il y a le nombre de patrouilles qui sont faites dans les transports. Si sur ces sujets-là, oui ou non, il y a des résultats concrets, et donc ça permettra de répondre à l'objectif de résultat. Parce que la sécurité, pour moi, elle se fait, la politique de sécurité, elle se fait en 3 temps. Elle se fait déjà à l'échelle de l'éducation, c'est comment est-ce qu'on est capable d'offrir à des gens qui sont dans des quartiers en difficulté une éducation qui leur permet d'éviter de tomber dans ce phénomène de délinquance. C'est ce qu'on disait sur la crise économique, ça peut le rejoindre. Il y a ensuite la sécurité, comment est-ce qu'on donne plus de moyens à notre police ? C'est ce qui a été fait depuis 3 ans, 1 milliard d'euros, 10 000 policiers. Et enfin, et ça c'est le dernier axe qui est essentiel parce que dans la perception des Français, il n'est pas suffisant, la justice, comment on s'assure que les moyens suffisants sont alloués à la justice, comment on s'assure que les peines paraissent, en tout cas, pardon, pas paraissent, soit efficaces et justement pas paraissent, c'est là la nuance importante. Et c'est donc sur ce triptyque-là, éducation, sécurité, justice, qu'il faut agir pour obtenir des résultats. Thierry Clair, est-ce que ça vous fait peur, cette annonce de Gérald Darmanin d'un point presse mensuel avec une annonce de chiffres ? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, comme ça rappelle à beaucoup l'ère Sarkozy, effectivement ? Écoutez, on ne peut pas être contre la transparence. Ça étant, les chiffres et les statistiques, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on les comptabilise, qu'est-ce qu'on met effectivement dans ces chiffres-là, et ensuite qu'est-ce qu'on en fait, quelle utilisation on va en faire. Qu'est-ce que vous craignez ? Nous, on craint effectivement un retour à la politique du chiffre. On attend effectivement que Gérald Darmanin nous reçoive pour nous expliquer effectivement quelle méthode il va expliquer, quelle méthodologie, peut-être quelle innovation il va placer dans cette recherche de statistiques. Cela étant, ce qui est quand même important, c'est aussi de dire que finalement, il y a des événements, des éléments en tout cas, qui ne sont pas à prendre dans les chiffres. Je prends un exemple, ce qu'on condamnait d'ailleurs à l'époque de la politique du chiffre, c'est que si un policier interpellait 10 consommateurs de résine de cannabis, ça faisait 10 affaires élucidées, délictuelles élucidées. Par contre, quand mes collègues démantelaient un réseau de 3 ou 4 dealers d'un bon petit réseau, effectivement, il n'était pris en compte que pour 3 à 4 personnes, mais seulement sur une période relativement longue, parce que quand vous démantelez un réseau, c'est pas quelque chose de rapide, d'instantané, comme un flagrant délit. Il y a une enquête, il y a une procédure amenée, il y a des écoutes, il y a de la surveillance. Beaucoup d'arrestations ne veut pas dire beaucoup d'efficacité, quoi. Disons qu'il faut tout prendre en compte. Voilà. C'est pour ça que quel chiffre on prend et qu'est-ce qu'on en fait. Bien sûr, il faut avoir une lisibilité, savoir où est-ce qu'on s'oriente, qu'est-ce qu'on doit faire. Vous avez les plaintes également qui sont des chiffres à prendre en considération. Donc, je veux dire, voilà, c'est pas seulement l'activité des services qui doit être reprise, mais il faut vraiment faire ça de façon, je dirais, reposée, sereine. Et nous, on attend de voir effectivement quelles sont les propositions de Gérald Darmanin en la matière. Jean-Raymond Hugonet, j'ai envie de m'adresser à vous, puisque effectivement l'idée vient plutôt de votre famille politique. Je le disais, c'était un peu la méthode Sarkozy qui a donné lieu à des dérives. En 2013, un rapport de l'Inspection générale de l'administration pointait cette politique du chiffre. Et à l'époque, le syndicat Unité SGP Police déclarait, après des années de politique du chiffre, une police à bout de souffle. La religion du chiffre a eu des conséquences terriblement néfastes dans la police nationale et dans l'exercice quotidien de ses missions. On semble se rediriger vers une telle méthode. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, d'abord, quand on parle de copie, moi je préfère toujours généralement l'original, vous voyez. Mais là, on nous refait le coup des chiffres. Mais sincèrement, enfin, ça vient d'être dit par le responsable là qui s'exprimait juste avant. Les chiffres, on leur fait dire ce que l'on veut.
Ils seront contestés par qui vous voulez. C'est comme les manifestations. Vous savez, selon la préfecture, ils sont tant. Selon les organisations syndicales, ils sont tant. Le problème est ailleurs. Je souscris tout à fait à ce qu'a dit M. Boulouc de façon très claire. Il faut commencer par le commencement. Et le troisième interlocuteur, excusez-moi, dont je n'ai pas reconnu le nom... Ambroise Méjean, qui représente La République En Marche en plateau. Veuillez m'excuser, Monsieur Méjean, mais bien évidemment que le sujet important, c'est la justice. Vous allez pouvoir faire tous les chiffres que vous voulez. Je demande à tout le monde d'aller passer une matinée au tribunal de grande instance qui est près de chez lui, et il va comprendre l'état dans lequel est notre justice et comment des gens qui sont à la fois pris dans des délits, qui sont inculpés ou autres, s'en sortent sans aucun problème. Sans aucun problème. Le problème est là. Encore une fois, tant que j'aurais préféré que M. Darmanin nous explique comment il allait rapprocher, lui et certainement le chef de l'État, dont c'est le travail et la fonction, comment il va rapprocher la place Beauvau de la place Vendôme. C'est ça qui m'intéresse. Comment on va faire que ces deux mondes qui ne se parlent pas se parlent enfin, c'est-à-dire les forces de l'ordre et la justice. Comment ils peuvent analyser tous les mois, tous les trimestres, comme vous voulez, mais qu'ils analysent au moins une fois par an les résultats qu'ils obtiennent et les échecs patents qui sont là, que tous les Français voient et qui nourrissent aujourd'hui un populisme intolérable. Sylvain Boulouc, sur cette question des chiffres, des résultats donnés de manière mensuelle. Les chiffres, c'est aussi vieux que la vie politique, comme ça vient d'être dit, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement leur faire dire à peu près ce que vous voulez. Après, deuxième chose, c'est le sentiment qui ne correspond pas forcément à la réalité. Je voudrais aussi prendre un décalé dans le temps. Quand vous reprenez un certain nombre de vieux polars style Melville, le nombre de meurtres qu'il peut y avoir est extrêmement important. La violence dans la société française, c'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours été quelque chose de relativement important, dont les politiques se saisissaient ou ne se saisissaient pas. Donc il y a des constantes. Après, il y a des phases, effectivement, des pics et des baisses. Là, il semblerait que depuis quelques années, il y a effectivement une remontée alors qu'il y avait eu une baisse précédemment, avec toujours ce deuxième problème de la politique du chiffre. Mais la criminalité dans la société, c'est quelque chose qui est constant. Donc à partir de ce moment-là, il faut aussi savoir raison garder et peut-être mettre les discours politiques à distance pour avoir des études sur le long terme. Et sur le long terme, on se rend compte qu'en fait, on est dans un schéma général, alors en dépit de ces courbes, on est dans un schéma général de déclin de la violence et de transformation. C'est de la violence. Elle n'est plus la même aujourd'hui qu'elle était hier. Si on prend un exemple, les violences faites aux femmes, c'était pas comptabilisé jusqu'à il y a très peu de temps. Aujourd'hui, c'est comptabilisé comme un type de violence et un type de criminalité. Ambroise Méjean, on voit bien qu'il y a des critiques autour de ces chiffres publiés, de ce risque de politique du chiffre qui, semble-t-il, est trompeuse ou même débouche sur un échec. Comment défendre cette idée ? Je pense déjà qu'il faut quand même avoir un thermomètre à un moment. Après, la question, c'est effectivement la pertinence du thermomètre et tout l'enjeu, c'est de savoir le construire avec les acteurs qui ont besoin de ce thermomètre et qui l'utilisent au quotidien. Et est-ce qu'on le rend public ? Et oui, il faut le rendre public parce que sinon, il n'y a pas de transparence et sans transparence, il n'y a pas de confiance. Donc, moi, j'ai confiance dans la capacité de Gérald Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti à construire sur la politique à la fois sécuritaire et sur la politique judiciaire quelque chose de cohérent. Mais si je reviens sur la question de la justice, qui est quand même quelque chose d'essentiel, la question, c'est quels sont les moyens qu'on donne à la justice. Et j'entends la critique qui est faite sur l'absence, des fois, de traitement de certains cas. Mais c'est tout le sens de la politique qu'on mène depuis 3 ans avec le gouvernement d'Édouard Philippe puis celui de Jean Castex. C'est 750 recrutements dans la justice en 2020 et 2021 de magistrats et greffiers pour aller plus vite. Ce sont des juges de proximité. Quand on parlait tout à l'heure de la question de la drogue, le fait d'appliquer une amende forfaitaire, c'est aussi l'assurance que la personne qui consomme de la drogue est condamnée sur place et n'a pas besoin d'aller engorger les tribunaux. Donc tout ce qui est fait depuis 3 ans, c'est la capacité déjà à désengorger, à permettre aux forces de sécurité d'avoir plus de temps sur leur mission de terrain et pas sur leur mission administrative. Mais est-ce que les deux corporations discutent ? C'est aussi une affaire de dialogue, c'est ce qu'on entend ? Je pense que c'est essentiel. Après, c'est la responsabilité des deux ministres de discuter ensemble et je pense qu'on l'a vu à la fin de cette semaine, après le débat qui a été conclu par un rendez-vous chez le Premier ministre, il y a cette volonté de travailler ensemble. Et moi, je pense que les deux
deux visions sont nécessaires. C'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir des moyens sur la sécurité qui sont puissants et en même temps une justice redoutablement efficace. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Et j'ajoute un point intéressant dans ce débat, c'est qu'il ne faut pas de solution populiste. C'est-à-dire qu'on entend parfois à droite des demandes sur le retour des peines planchées et des choses comme ça. La réalité, c'est que sur les peines de prison très courtes, la récidive, elle est beaucoup plus forte. Quand les gens vont en prison, c'est 64%, alors que quand on fait du travail d'intérêt général, c'est 34%. Donc il faut qu'on aille vers les solutions qui fonctionnent. Et effectivement, le populisme, comme on a pu l'entendre en introduction dans les discours de Marine Le Pen, dans la sécurité et dans la justice, ça ne sert juste qu'à attiser le feu de la violence, pas du tout à résoudre le problème de l'ensauvagement et de la justice aujourd'hui en France. Et on l'entendra à nouveau d'ailleurs, la présidente du RN, Thierry Clair. Oui, sur la politique du chiffre, c'est vrai qu'elle a été désastreuse, il ne faut pas y revenir. On se souvient encore d'une époque où les 2 directeurs, par exemple, de département par mois, qui avaient les plus mauvais résultats, étaient convoqués au ministère. Et j'irais quelque part montrer en exemple. Donc c'est vrai que ça mettait une pression énorme sur les directeurs, qui l'a répercuté ensuite sur toute la chaîne hiérarchique. Et finalement, c'était le policier de terrain qui se retrouvait à devoir fournir une activité chiffrée uniquement pour des statistiques. Donc quand vous rajoutez à tout cela des primes qui sont liées, des primes indemnitaires qui sont liées justement à ces résultats, je veux dire, on avait effectivement un cocktail qui était détonnant et surtout qu'on ne veut pas retrouver. Alors après qu'on ait un baromètre, qu'on ait des chiffres, qu'on nous annonce des chiffres pour savoir comment orienter... Sans faire pression, disons, après sur le terrain et sur les policiers. De façon à regarder objectivement les choses. Voilà. Mais toute la différence, elle est là. C'est l'utilisation qu'on peut faire des chiffres. Quelles données, effectivement, rentrent dans les chiffres? Parce qu'on se souvient très bien qu'à l'époque aussi, pour certains directeurs, les mois commençaient le 2 et se terminaient le 20. Voilà, parce que tout simplement, il y avait une pression qui était telle que c'était même intenable. Donc c'est vrai que la pression, elle était à tous les niveaux. Donc il faut véritablement poser les choses. Les policiers sont des gens qui sont motivés, quel que soit... En tout cas, il faut les motiver. Et c'est vrai que le débat sur la sécurité... Je veux dire, si on regarde le balancier, finalement, on est systématiquement dans un effet de balancier. Avant l'été, on était sur une période mai, juin, souvenez-vous, où les policiers étaient dans l'ensemble et toute la corporation était montrée du doigt pour être violents, racistes, xénophobes et tout ce qu'on peut en rajouter. Depuis le mois de juillet, finalement, il y a un retour de manivelle et finalement, on a besoin de la police partout, dans tous les quartiers. Et je veux dire, on met en avant effectivement les policiers. Finalement, les policiers ou les gendarmes sont sous la rampe des projecteurs en permanence. Et c'est vrai que ce thème de l'insécurité, qui risque de perdurer effectivement jusqu'aux élections présidentielles, en tout cas, n'est pas terminé. Donc, nous, ce que l'on demande, en tout cas à l'INSA Police, c'est de poser les choses, de tirer les conséquences de ce qui n'a pas marché, ce qui était néfaste par le passé, pour effectivement se poser, et quoi qu'il en soit, l'élection présidentielle pourra se gagner pour certains ou pour d'autres, sur d'autres thèmes, que sur celui de la sécurité, même si on sait que, quoi qu'il en soit, c'est un thème qui sera prépondérant. Un thème majeur, oui, Sylvain Bouloc. Oui, il y a autre chose, il y a la question du temps. C'est-à-dire que les temps ne sont pas forcément les mêmes. Le temps médiatique, le temps politique ne correspond absolument pas au temps d'une enquête et encore moins au temps de la justice. Bien sûr. Vous ne pouvez pas boucler des enquêtes ou faire des enquêtes de la même manière que répondre instantanément. Et la création de projets de loi qui répondent à l'actualité parce qu'il y a eu, entre guillemets, un buzz, ça ne correspond absolument pas aux autres temps nécessaires de la réflexion. Donc l'importance du temps laissé pour comprendre les phénomènes, voir qu'est-ce qui a pu provoquer ou pas cette montée de la violence, parce qu'un des éléments qu'on oublie complètement dans la montée de la violence actuelle, c'est que pendant 3 mois, il ne s'est absolument rien passé. C'est-à-dire que tout le monde était chez soi, confiné, donc il n'y avait plus la moindre conflictualité ou pratiquement. Et qu'au sortir du confinement, justement, cette violence est réapparue dans la société et du coup, ça a explosé comme quelque chose qui avait été oublié. Et puis, deuxième chose, il ne se passait pas grand-chose cet été, donc il a fallu meubler l'actualité par un certain nombre de faits divers qui, à d'autres périodes, parce qu'il y a une actualité riche, seraient restés comme des faits divers et des éléments tout à fait secondaires. En tout cas, ces questions d'insécurité, et vous en avez un petit peu parlé, on va essayer d'approfondir cette question, ont donné lieu à des querelles sémantiques, donc jusqu'au sein de l'exécutif, évidemment, entre Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Le ministre de l'Intérieur a été interviewé de nouveau sur le sujet dans Le Parisien. Il persiste et signe, il nous dit ceci: « Je continue à penser qu'il y a des actes de sauvagerie et un ensauvagement d'une partie de la société. J'ai mes propres mots, dit-il, ma propre sensibilité, et j'utilise les mots de mes concitoyens de Tourcoing. » Il prend l'exemple de sa ville. Les mots sont importants. Quels sont ceux utilisés par d'autres mouvements, d'autres responsables politiques? Écoutez ceux utilisés ces derniers jours. C'est une véritable barbarie qui s'installe. Avec la barbarie, on ne négocie pas,
on la combat. Je suis extrêmement inquiet d'une forme de banalisation de la violence et ce n'est pas simplement un sentiment d'insécurité, c'est une réelle insécurité. Votre tâche consistera à retisser ce qui a été déchiré, à reciviliser ce qui a été ensauvagé. La déconstruction de la République, une République défiée par l'affaissement d'autorité, précisément par l'ultraviolence. Thierry Clerc, on a envie d'avoir le point de vue des policiers que vous représentez. Finalement, ce débat sémantique, il est anecdotique ou il est important, où le choix des mots est important, et que dit-on dans la police? De quoi parle-t-on? Parle-t-on d'ensauvagement? Alors, je ne veux pas reprendre des formules, parce que c'est vrai qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours, ça a peut-être été dit par certains, peu importe, mais la réalité, elle est là. C'est vrai qu'on est quand même dans une société violente où le respect du policier, je veux dire, n'existe plus aujourd'hui. C'est vrai que c'est compliqué, vraiment difficile pour mes collègues d'intervenir, que ce soit pas seulement dans les quartiers, dans certains quartiers, mais également dans les centres-villes. C'est vrai que le respect vis-à-vis mais du policier, du gendarme, mais également des représentants de l'État d'une façon générale, je veux dire, il est là aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'avais un ancien de mes collègues qui me disait toujours, effectivement, quand on plante un arbre, on met toujours un tuteur pour qu'il pousse droit, pour tenter qu'il pousse droit. En tout cas, il partira peut-être d'un côté ou de l'autre. Mais le tuteur également, il doit être également lorsque on élève des enfants, le rôle des parents, l'éducation, effectivement, c'est quelque chose d'important. Ça ne règle pas tout, parce qu'après, vous avez l'ensemble de la société qui rentre, effectivement, dans lesquelles les jeunes vont rentrer, avec toutes les failles qu'il peut y avoir. Mais quoi qu'il en soit, le rôle de l'éducation, et certaines fois, vous avez des parents, soit qui ne font pas leur boulot, soit au contraire qui sont complètement démunis et défaillants parce que, je veux dire, voilà, dans le quartier dans lequel ils vivent, c'est vraiment très très difficile. Donc, je veux dire, vous avez tous ces phénomènes-là qui sont à prendre en compte. Je veux dire, c'est pas aussi simple que ça. Mais permettez-moi d'insister et que vous répondiez à ma question. Est-ce que parmi les policiers, on parle de sauvages? Alors, les termes sont différents. Est-ce qu'on est choqué quand Gérald Darmanin parle d'ensauvagement? Non, mais en tout cas, ce ne sont pas les termes, je veux dire, chacun a ses termes qui sont particuliers, mais c'est vrai qu'il y a effectivement il y a énormément de violence dans notre société, dans les comportements, violence verbale, ça a été dit tout à l'heure, il y a effectivement de la violence physique, énormément, et il y a une absence totale, je dirais, de respect. Et aussi, je pense que la réponse pénale, c'est pas forcément l'incarcération à tout prix, mais c'est la réponse pénale. Je me souviens du colloque de Villepinte, 1997, c'est pas d'aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on disait à l'époque? En tout cas, ce qui était dit, c'était que dès lors qu'il y avait une infraction qui était commise, qu'il y a un délit qui était commis, il devait avoir une réponse pénale, mais rapide. Aujourd'hui, quand on sait, par exemple, que sur un délit mineur, la convocation devant une chambre correctionnelle, en fonction effectivement des régions, des départements, mais elle va mettre 9, 10, 11, 12, 14 mois quelquefois. Je veux dire, ça veut dire que le jeune qui aura été interpellé, sur lequel on aura mené une procédure qui est très très longue, sur laquelle vraiment, et là je m'adresse aux élus, sur lesquels véritablement il faut faire quelque chose, parce que la procédure est vraiment trop complexe, elle est intenable pour nos collègues. Cette procédure, elle va déboucher finalement sur une convocation en justice pour un jeune délinquant, plus ancien, en tout cas 14 mois après. Quel sens, effectivement, on donne à ça? Alors, quel sens aux policiers, déjà, pour la réponse qui va par rapport au travail de l'enquête, mais en plus, quelle réponse judiciaire on apporte? On va revenir quand même sur ce choix des mots, Jean-Raymond Hugonet, de ensauvagement à droite. On parle de barbarie du côté du Rassemblement national. Est-ce qu'il y a un risque de surenchère à employer de tels mots? Ou est-ce que finalement, comme nous le dit Thierry Clerc, c'est presque plus proche de la réalité que vivent les policiers? C'est fou comment on peut être amnésique dans ce pays. Et je vais vous parler d'Albert Camus. Il a dit « Mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde ». Alors, ce n'est pas uniquement de la sémantique, c'est exactement le problème. Si on commence, tout à l'heure j'ai entendu ce que disait Ambroise Méjean, c'est sympathique et divertissant. Mais moi, je ne fais pas confiance ni au ministre de l'Intérieur ni au garde des Sceaux parce qu'ils viennent de s'exprimer, et c'est important quand on s'exprime d'employer les bons mots. Il ne s'agit pas, pour l'un, il s'agit d'un fantasme, c'est quand même à l'opposé de l'ensauvagement. Maintenant, l'ensauvagement, on voit bien pourquoi ce mot est repris, parce que malheureusement, avant le ministre de l'Intérieur, Madame Le Pen l'a utilisé et ses penseurs du Rassemblement national. Le problème, encore une fois, je vais vous donner juste un détail. Quand on entend le président de la République, qui pour s'attaquer au Covid, compare à l'état de guerre, ça, c'est mal nommer les choses parce que c'est scandaleux. Ce n'est pas l'état de guerre. L'état de guerre, oui, ce sont tous celles et ceux qui veulent s'en prendre à la nation et à la République.
Et tant que notre pays ne sera pas capable de dire clairement et de faire clairement comprendre à ceux qui veulent la fin de notre nation et de notre République, et ils sont nombreux, plus nombreux qu'on ne croit, ceux-là, il faut bien leur faire comprendre qu'ils seront mis hors d'état de nuire de la société. Voilà. Alors aujourd'hui, comme vient de le dire le représentant du syndicat de police, mais comment voulez-vous qu'on y croie alors que sur des délits qui sont mineurs, le traitement se fait bien après et que les délinquants savent très bien, comme l'a dit très justement monsieur, qu'ils n'auront pas grand-chose. De même, d'ailleurs, pour ceux, je le dis au passage, puisque je suis sénateur, que ceux qui agressent les élus de la République ou voire les membres des forces de l'ordre qui sont agressés de façon quasi quotidienne. Vous voyez, on va parler ensuite de la gendarmerie et de la police qui sont des agresseurs. Quand j'entends ça, madame, et quand ceux qui sont victimes de ça entendent ça alors qu'ils sont chargés de défendre notre nation et notre République, c'est un scandale. Mais on va le payer très cher, vous savez, parce que ce n'est pas uniquement les populistes. Ceux-là, on les connaît malheureusement depuis fort longtemps. Mais c'est profondément ancré maintenant dans la société française. Et si on ne bouge pas en employant les bons mots, comme l'avait dit Albert Camus, on va vers des lendemains très difficiles. En tout cas, le mot ensauvagement, le terme ensauvagement ne choque pas les Français. Vous avez raison de le dire. Vous avez fait référence à cette étude. Je vais la donner en détail. C'est l'IFOP qui a interrogé les Français. Et je vais vous donner la parole dans un instant, Sylvain Boulouc, sur ces chiffres. Voilà le résultat de leur enquête. 70% des sondés jugent le terme justifié. Dans le détail, donc, 85% des sympathisants LR et LREM l'approuvent, 83% de ceux du RN, 61% de ceux d'Europe Écologie Les Verts, 59% tout de même de ceux du Parti Socialiste et même 47% chez la France Insoumise, qui peut même paraître surprenant. C'est déjà beaucoup, 47%. Oui, alors est-ce qu'on est dans le retour à l'état sauvage permettra d'émettre un doute, puisque ça veut dire l'absence complète d'école. Sinon, la deuxième possibilité, c'est que ça veut dire qu'il faille réinterroger la société complètement et qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont failli dans la construction sociale actuelle, puisque si on est... Alors, je ne suis pas d'accord avec cette expression. Si on est dans le sauvagement, ça veut dire qu'on est retourné à l'état sauvage comme l'enfant sauvage. Je ne sais pas si vous vous souvenez le film de Truffaut d'après le roman éponyme. Le retour à l'état sauvage, ça voulait dire l'absence complète de scolarisation et l'absence complète d'école et l'absence complète de société. On n'est pas exactement dans ce domaine-là. On est plus dans des phénomènes de délinquance qui existent depuis aussi longtemps que la société. Oui, mais ça ne semble pas être le ressenti des Français. Ils valident ce terme. François Cros, qui est directeur du pôle politique et actualité de l'IFOP, il voit dans ce résultat la preuve d'un décalage entre l'opinion publique et certains dirigeants mais alors, politiques. c'est exactement la même chose que ce qui s'était passé en 2001-2002. C'est-à-dire qu'on avait eu l'impression que la société était devenue violente parce que vous aviez eu pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, une expression qui est, une analyse de la violence qui était en permanence sur des faits divers et variés. À partir du moment où pendant tout l'été, vous entendez parler d'ensauvagement, effectivement, quand vous posez la question à des personnes, ça ne veut pas dire que la violence n'existe pas, mais quand vous posez la question à des personnes, est-ce qu'on est dans un ensauvagement de la société, il y a de fortes chances que, comme le terme est quelque chose de fréquent... Parce que des vidéos ont tourné sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc ça fait mouche. Donc le terme, même s'il n'est pas propre et même s'il ne qualifie pas bien les choses, il est utilisé et considéré comme valable. Ça ne veut pas dire qu'il soit valable. On est aussi dans la perception et dans le phénomène de décalage entre une réalité, parce que si on prend les statistiques sur le long terme, quand même, il y a une augmentation, mais on n'est pas dans des niveaux de violence hors du commun. Mais est-ce que de toute façon, puisque ce sentiment d'insécurité existe, il ne faut pas le prendre en compte? Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas le prendre en compte. Ça veut dire qu'il faut faire attention au sondage et attention à remettre les choses sur le plus long terme, parce que sinon, on va de nouveau être dans l'enchaînement mécanique il y a un fait divers, il faut répondre au fait divers, et pas du tout dans un engrenage, un cercle vicieux. Et pas sur le traitement de l'information du long terme. Ambroise Méjean. Mais ce qui est intéressant dans ce débat quand même, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, l'ensauvagement, c'est déjà... Alors, Gérald Darmanin ne parle pas d'ensauvagement généralisé, il parle de l'ensauvagement d'une partie de la société, donc il fait référence à ceux qui commettent ces violences, mais il fait référence à une deuxième chose, c'est aussi, vous l'avez dit, un peu l'apparition des réseaux sociaux, les chaînes de télé en continu qui font que une partie de la société qui ne commet pas de violence souhaite, elle, que ces violences soient résolues de manière rapide par une forme de tribunal populaire. Et
en réalité, cet ensauvagement, il est double. C'est-à-dire qu'on a à la fois, du coup, l'émergence d'une nouvelle forme de violence un peu mimétique. C'est-à-dire que les gens reproduisent. Il y a des quartiers dans lesquels on reproduit ce qui se passe dans d'autres quartiers parce qu'on se dit qu'il n'y a pas, il y a une forme d'impunité. Et puis, il y a aussi l'ensauvagement qui a lieu sur les réseaux sociaux d'une partie de la population qui est excédée de l'absence apparente de condamnation et donc qui elle-même se dit qu'il faut avoir une forme beaucoup plus radicale de justice. Et je pense qu'une fois qu'on a dit ça, la question c'est pas tant est-ce que c'est pertinent ou non, puisque c'est ce que les gens perçoivent, mais c'est comment est-ce qu'on résout ce problème, c'est-à-dire comment est-ce qu'on donne la sensation par des actions concrètes aux Français que l'insécurité et l'injustice reculent dans notre pays. Et ça, ce sont des mesures extrêmement concrètes. Quand j'entends la droite qui parle de ce débat, je dis mais c'est très bien, mais c'est eux qui ont supprimé 12 500 postes de policiers en 5 ans quand ils étaient au pouvoir. C'est eux qui n'ont pas donné les moyens suffisants à la justice. Aujourd'hui, on décrit une situation et en plus, dans ces 3 dernières années, on a donné les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes. Maintenant, il faut que ça soit concret, que ça soit visible dans les résultats et c'est ce qu'on attend. Mais l'idée n'est pas uniquement d'avoir le débat sémantique. L'idée, c'est aussi de dire quelles sont les solutions concrètes qui peuvent s'appliquer et on fait des propositions et on a mis en place des mesures. Quand j'entends par exemple Marine Le Pen parler de barbarie, alors Marine Le Pen est toujours dans l'exagération permanente. Mais regardez le programme du Front National sur la sécurité, c'est à pleurer de rire. Il demande l'augmentation de 7 000 postes de policiers. Nous, c'est 10 000 sur 5 ans. Il demande à ce qu'on ait un crédit d'impôt pour les cambriolages. Vous croyez que ça va résoudre les problèmes de l'insécurité? Ce qui est insupportable dans ce débat-là, c'est toujours qu'on a d'un côté ceux qui brandissent le flambeau populiste avec des termes très forts mais qui n'ont aucune solution concrète derrière. Marine Le Pen a voté contre toutes les mesures sécuritaires de ce gouvernement depuis 2017, absolument toutes. Gérald Darmanin l'a rappelé ce matin. Et de l'autre côté, on a des gens qui ont à la fois, nous, on essaie de décrire la réalité, de mettre des mots sur ce que les gens ressentent et en même temps de donner des réponses. Et c'est ça de faire de la politique. C'est pas uniquement d'exciter les peurs et de les mettre en avant, c'est de dire qu'est-ce que les gens ressentent et comment on y répond. Et s'il n'y a pas les deux, eh ben, à ce moment-là, on fait effectivement du populisme et on tente simplement de convaincre. Exciter les peurs avec le terme ensauvagement, c'est un peu ce que fait Gérald Darmanin. Oui, on décrit une réalité. Et quand on parle d'ensauvagement, vous remarquerez que Marine Le Pen se met à parler de barbarie parce qu'elle a l'impression qu'on lui a volé la réalité du mot. C'est pas une course à qui est-ce qui va dire le mot le plus brutal. C'est une course à savoir comment on résout les problèmes. Et Marine Le Pen, elle n'est pas douée pour résoudre les problèmes, elle est simplement douée pour les faire exister, vivre dessus. Elle vit des problèmes. Elle n'est que ça. Depuis la création du Front National, ce n'est que ça. Je vous laisse réagir, Jean-Raymond Hugonet, et ensuite Thierry Clair pour conclure. Pas grand-chose à rajouter. Je partage une partie de ce que vient de dire mon interlocuteur. Quelque chose me gêne quand même. C'est que le en même temps, tout va bien, on peut critiquer de partout ce qui s'est fait avant, mais ce que les gens constatent quand même, alors on peut parler de réformes et autres, de projets de loi et autres, mais c'est que les choses empirent de façon très claire. Et ça, vous pourrez prendre les discussions que vous voulez, essayer de prendre les décisions que vous voulez, il y a un moment, il va falloir des actes. On sait très bien, et là je veux rendre hommage à Gérald Darmanin, on sait très bien qu'un ministre de l'Intérieur, il lui faut au moins 1 an pour faire un petit peu le tour du poste. Donc je comprends qu'il ait besoin rapidement de faire quelque chose, mais très honnêtement, c'est l'urgence qu'il compte. Et je vous le dis, on ne traite pas le problème à la racine, on fait de la com, de l'incantation, mais nous ne sommes pas sur le fond du problème. Tant que le rapport force de l'ordre, justice ne sera pas, alors à minima il s'ignore, au pire il se tape dessus, c'est ce que viennent de faire le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur. Tant que ça ne sera pas résolu, vous pouvez essayer de faire tout ce que vous voulez. Malheureusement, le résultat sera le même, j'en ai bien peur. Thierry Clair, pour conclure rapidement, malheureusement. Non, mais c'est vrai, pour conclure, je ne vais pas reprendre certains termes, mais c'est vrai que la loi des quartiers, en tout cas, n'est pas celle de la République. Et pour certains, c'est la loi du quartier qui doit s'appliquer. Et donc, il n'est pas question, effectivement, d'accepter cela. La sécurité, elle concerne tout le monde, en fait. Tout le monde est concerné dans la société. La police, la justice, bien sûr, il nous faut des moyens. Il faut des moyens dans le cadre de la chaîne pénale pour qu'il y ait des suivis qui soient rapides, des suites qui soient données, qui soient conséquentes. Mais également, il faut qu'il y ait derrière des sanctions aussi qui s'appliquent véritablement. Quand les peines sont prononcées, quand on prononce une peine, je veux dire,
la peine doit être exécutée. Ou alors on prononce une autre peine. Mais il faut faire les choses en toute, je dirais, transparence. Il faut aussi, et en tant que syndicat de police, pour l'UNSA Police, il faut donner des moyens aussi, des moyens en équipement aux policiers. Il faut les reconnaître. Je ne parlerai pas de l'immobilier, je ne veux pas faire un catalogue de la redoute de nos revendications, mais les moyens sont énormes et voilà, il faut effectivement s'y atteler. Et vous reviendrez nous dire sur ce plateau d'ici un mois ou deux s'il y a eu une politique du chiffre ou pas après ce point presse mensuel sur les résultats des interventions des forces de l'ordre. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. La suite d'Allons plus loin, c'est notre match des idées. Toujours hashtag ALPL d'ailleurs si vous souhaitez réagir sur Twitter, n'oubliez pas. Confrontation de points de vue ce soir donc entre, vous les voyez, Benjamin Correa et Jean-Hervé Lorenzi. On va parler économie et plan de relance. La petite musique qui monte, c'est que ce plan serait trop favorable aux entreprises. Des milliards d'euros sans contrepartie. Est-ce vraiment le cas? Le pari est-il trop risqué? On va ouvrir la discussion avec nos invités après les explications et les réactions de Fabien Recker. Le gouvernement fait-il un chèque en blanc au patron? Son plan de relance de 100 milliards d'euros met en tout cas l'accent sur la compétitivité des entreprises. Principale mesure, une baisse des impôts de production à hauteur de 20 milliards d'euros en 2 ans. Une ristourne fiscale sans contrepartie formelle qui rappelle un autre dispositif, le fameux crédit d'impôt compétitivité emploi de François Hollande. On ne veut pas que ce soit un chèque en blanc qui soit fait aux entreprises. On a un assez mauvais souvenir du CICE. Vous vous rappelez les 40 milliards, il y a eu plein de promesses orales, plein d'embauches à la clé. Et finalement, quand on fait le bilan, c'est je crois en tout et pour tous 100 000 embauches, ce qui est très faible relativement aux 40 milliards. Pour les syndicats, il faut donc conditionner ces aides publiques à la création d'emplois ou en interdisant les licenciements. Inacceptable pour le patronat, a fait savoir le MEDEF. Hors de question aussi pour le ministre de l'économie, mais Bruno Le Maire ne ferme pas la porte à des contreparties dans certains cas. Quand les entreprises demandent un soutien direct de l'État et qu'elles se relèvent grâce à ce soutien de l'État, une contrepartie possible, c'est de demander qu'il y ait systématiquement un accord d'intéressement ou de participation pour que lorsque ça va mieux pour l'entreprise, ça aille mieux aussi pour les salariés qui pourront bénéficier d'intéressement ou de participation. Des contreparties insuffisantes pour le secrétaire général de Force ouvrière. Ce qu'on ne voudrait pas, nous, c'est que les dispositifs de participation ou d'intéressement prennent le pas sur le salaire. Parce qu'on le sait bien, ces dispositifs sont exonérés eux-mêmes, justement, de cotisations. Et si on favorise ces dispositifs au détriment des salaires, on va y compris mettre en difficulté les recettes des systèmes de protection sociale qui sont financés justement par la cotisation. Jean Castex vise l'objectif de 160 000 emplois créés en 2021 par l'effet du plan de relance. Et avec nous pour le match des idées ce soir, Benjamin Correa, bienvenue. Vous êtes économiste, professeur à Paris 13, membre des économistes atterrés. Jean-Hervé Lorenzi, bienvenue à vous également. Économiste, président du Cercle des économistes, vice-président de la banque UBS Holding France. Et vous organisez très prochainement, les 12 et 13 septembre prochains, les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Donc physiquement cette fois et pas de façon virtuelle. Tout à fait. Merci à tous les deux d'être avec nous. On a entendu tout le week-end au sujet de ce plan de relance l'expression cadeau aux entreprises. Est-ce que Benjamin Correa, vous trouvez que c'est complètement justifié, que c'est une réalité, ou est-ce qu'on peut être un petit peu plus nuancé que cela? Non, je pense qu'on peut être un peu plus nuancé, mais sur le fond, il y a un vrai problème avec ce plan. C'est que, parlons pas des 10 milliards des impôts de production, etc., sur lesquels on va revenir. Plus généralement, le problème, c'est que c'est de l'argent virtuel. Je m'explique. C'est de la mise à disposition de sommes ou l'abandon d'impôts en espérant que les entreprises vont suivre. Donc un pari, quoi. Voilà. Moi, ça me frappe énormément. C'est-à-dire que on aurait pu jouer sur plusieurs leviers. C'est-à-dire qu'il y ait une incitation en disant « Ok, voilà, il y a de l'argent, allez-y, et on a tout fait pour que vous dépensiez ». C'est normal, l'économie, c'est aussi basé sur des incitations. Mais il y a quasiment que ça. C'est-à-dire que de l'investissement direct, par exemple, ou des achats garantis, ce qui est aussi une autre manière de garantir l'augmentation de la production. De s'appuyer sur autre chose que les entreprises, mais aussi, par exemple, faire des chèques consommation pour les ménages. Alors ça, c'est encore un autre aspect de la question. Il y a aussi cet aspect-là, les bas revenus, parce qu'il y a de l'épargne par ailleurs, donc si vous voulez, c'est pas la question numéro 1, mais les bas revenus sont assez mal traités. Un chèque de rentrée de 200 € à
après ce que un certain nombre de ménages ont vécu, c'est presque pas raisonnable. Ça veut dire qu'il aurait fallu discriminer, hein, mais disons jusqu'à 1 300, 1 400 euros, faire un chèque de 800 ou 1 000 euros. Je veux dire, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais disons, ça, c'est un autre aspect. Mais l'aspect principal, ensuite on va entendre Jean-Hervé, bien sûr. L'aspect principal, c'est la dimension de je mets de l'argent à disposition et je prie le bon Dieu pour que vous vous en serviez. C'est pas possible de faire un plan de relance. C'est vraiment ça, Jean-Hervé Lorenzi? Non, il y a un point, le mot qu'a employé Benjamin est très juste, c'est un pari. Moi, je pense simplement, on a déjà eu cette décision il y a quelques jours, je pense que c'est impossible aujourd'hui de faire autre chose que des paris. Bon, personne ne sait, il n'y a pas un économiste qui sérieusement peut dire ce qui se passera dans les 2 ans qui viennent. Personne n'en sait rien. Et d'ailleurs, les affirmations sur le fait qu'en 2022, il se passera ceci, cela, sont quand même très approximatives. Donc le pari a été fait, l'idée qu'au fond, il y a des centaines ou des dizaines de milliers d'entreprises qui risquent de connaître des grosses difficultés, on essaie par tous les moyens de les relancer. Là où je suis tout à fait d'accord avec Benjamin, mais je vais compléter. Je suis convaincu que s'il n'y a pas dans les semaines qui viennent quelque chose qui, en réalité, correspond d'abord au fait que les Français épargnent de manière massive, donc à 100 milliards, 100 milliards d'un côté, 100 milliards de l'autre, qui sont en réalité aujourd'hui gelés, destinés en fait soit à investir sur la consommation, soit tout ce qu'on peut imaginer, on ira vers de grosses difficultés. Premier aspect. Deuxième aspect, même si c'est pas directement le même sujet, je suis 1000 fois d'accord parce que c'est sur l'idée que sur les très bas revenus, l'idée qu'il n'y ait pas quelque chose de positif est une erreur, à mon avis, politique. Et Jean-Hervé Lorenzi, pardonnez-moi, sur la question des contreparties, apparemment elle n'est d'ailleurs pas complètement tranchée puisque Bruno Le Maire a été obligé de se justifier un peu hier sur Europe 1. Il se dit ouvert, il nous dit, on l'a entendu dans le sujet, dans le débat parlementaire, je suis ouvert à ce que nous discutions d'un certain nombre de contreparties qui pourraient être demandées aux entreprises quand elles bénéficient du soutien direct de l'État. Est-ce que pour vous, on a fait un cadeau un peu gratuit aux entreprises sans contrepartie? Je trouve, de mon point de vue, laissons tomber le mot cadeau parce que ça fait partie du discours habituel. Parlons plutôt de pari. Ce pari, d'abord, il faut qu'il soit gagnant, et donc ça n'a aucune... Je veux dire, on n'est jamais certain qu'un pari fonctionne. Et deuxième aspect, la situation économique dans laquelle on est, elle est, alors, j'allais dire, extrêmement difficile. Donc cette idée qu'il y a des cadeaux, des ceci, cela me paraît pas tout à fait correspondre à la réalité. Maintenant, sur le fond, qu'il y ait derrière des contreparties, notamment pour les entreprises qui sont directement aidées, je prends un exemple, je sais pas, Renault est directement aidé, ou la SNCF, par exemple. Qu'il y ait derrière des... D'ailleurs, il y a, qu'on demande à tel ou tel de produire plus en France, ou qu'on demande ceci ou cela, me paraît du simple bon sens. Mais ne vous y trompez pas, on est dans une situation très difficile. On n'en sortira que si l'offre est réellement poussée et donc que le pari est gagnant, que si la demande vient là et que si on n'a pas des tensions sociales très fortes, c'est-à-dire qu'à un moment, on arrive quand même à rééquilibrer la perception que les Français ont de la situation sur leur plan personnel. Je voudrais concrétiser mes inquiétudes et mon désaccord avec... Bruno Le Maire. Oui, enfin, avec la philosophie du plan. Prenons le cas des jeunes. Bon, il y a 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail. Je sais qu'au cercle des économistes, c'est une question qui vous préoccupe, et à juste titre. Moi, en plus, je suis prof, donc je veux dire, c'est vraiment des questions qu'on a chevillées au corps. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes? On dit... Vous avez un chèque, on dit aux entreprises, vous avez un chèque de 4 000 euros si vous les employez, dans certaines conditions. C'est une incitation. Mais c'est ça. Et éventuellement 8 000 euros dans le cas de l'apprentissage. Mais on sait très bien que les entreprises vont très mal, en tout cas la plupart d'entre elles. Je ne parle pas évidemment des très grosses, etc., qui s'en tireront toujours. Bon. La possibilité, même qu'elles utilisent cet argent, elle est très faible, sauf si elles avaient de toute façon l'intention d'embaucher. Mais c'est pas ça qui va les faire embaucher. Et donc c'est en ce sens que je dis que c'est un pari extrêmement risqué et qu'il y a d'autres cartouches qu'on aurait pu tirer. Par exemple, sur l'emploi jeune, on aurait pu créer des emplois d'utilité publique, on aurait pu créer des emplois dans la recherche. Voilà, une forme d'emploi aidé. Je veux dire, je fais confiance aux technocrates, mais dépenser cet argent de manière certaine sur le fait que ça va créer des emplois. Alors, je vais jusqu'au bout.
je ne suis pas contre qu'on en laisse une partie ouverte aux incitations. Il n'y a pas de raison que l'État soit seul en position de décider qu'est-ce qu'on va faire de l'argent pour les jeunes. J'ai pas de souci là-dessus. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc on est vraiment... C'est ça qui m'inquiète, vous voyez. Et j'ajoute cette réflexion de François Omry, le président de la CFE-CGC, premier syndicat des cadres, qui nous dit dans Le Monde, lorsque les employeurs ont la possibilité de comprimer les coûts, ils n'en tirent pas forcément parti pour développer leur entreprise, mais peuvent être tentés par des optimisations financières. Est-ce que ça c'est réel ou c'est caricatural de dire cela? Moi j'en sais rien. Je veux dire, on a l'expérience du CICE, crédit d'impôt compétitif. Je pense que ce qu'on appelle la distribution des comportements des individus est très large. Il y a des gens qui ont envie de développer l'entreprise, il y a des gens qui ont envie d'embaucher, il y a des gens qui ont envie de comprimer les coûts. On a un peu de recul avec le CICE pour savoir ce que font les entreprises des aides. Moi je pense, si vous voulez, au fond, c'est ça le fond du sujet. Soit la société française, dans sa globalité, avec des gens, des comportements différents, mais la majorité de la société française se dit, on est quand même dans une situation incroyable, il faut qu'on s'en sorte ensemble. Et alors c'est peut-être une vision un peu naïve, mais moi je crois que c'est la seule manière. C'est un pari au cube là. C'est un pari au cube. Mais je l'assure. Il est optimiste. À Benjamin qui est plus jeune que moi, c'est les vieux qui disent ça. Les vieux, ils ont confiance dans l'avenir. Et donc, soit on fait ça. Et alors, les modalités sont diverses. Je ne suis pas du tout opposé à l'idée qu'on mette qu'on oppose, qu'on demande des contreparties à certains. Il y a quand même les petites boîtes qui sont dans une situation absolument délirante, il faut absolument faire attention à leur incapacité à rembourser la dette qu'elles ont obtenue il y a quelques semaines. Mais alors cette incitation à embaucher des jeunes contre 4 000 euros, sur les jeunes, là-dessus, c'est une idée fixe. C'est la priorité que nous avons sortie, parce que vous ne pouvez pas, une société, ça fonctionne sur les jeunes. Donc, les 700 000 qui arrivent, qui vont arriver, qui sont en train d'arriver. Alors, le calcul était 100 000 j'allais dire, pour le service civil. 100 000. Bon. Le service civique, c'est passez-moi l'expression, c'est minable. Hein. Oui. C'est-à-dire que c'est 300 euros, je ne sais pas quoi. Enfin, donc nous, on avait dit, on passe l'affaire. Deuxième sujet, il faut passer cette étape d'un an ou 2 ans. Donc, il y a l'idée des emplois aidés. Nous, on proposait plutôt qu'on donne 1 an de plus de formation, payée, puisqu'en réalité, il faut bien que les jeunes aussi sont victimes de cette affaire. On paye bien les salariés, donc on payait au RSA l'ensemble de tous les jeunes qui permettaient de passer 1 an. Il y en avait peut-être 300 000, 400 000, etc. On y rajoutait d'ailleurs cette idée, qui est une bonne idée du gouvernement, consiste à dire on va faire des formations qui sont des formations liées au secteur d'activité qui vont se développer. Et puis pour le reste, je veux dire, il y a quand même des gens qui vont être embauchés. Je ne suis pas sûr que les 4 000 jouent beaucoup dans cette opération, je suis d'accord. Mais Jean-Hervé, je veux dire, votre plan, si je peux dire, on peut en discuter, il a ses inconvénients, il a ses mérites, mais c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Bon, celui qu'on a fait, c'est on met de l'argent de côté et on dit servez-vous-en. On n'est pas du tout sûr qu'ils vont s'en servir pour les raisons qu'on a dites. C'est la même chose sur la rénovation thermique. On a des centaines de milliers d'appartements qui sont des passoires. C'est-à-dire que non seulement il y a un problème d'inconfort, mais il y a un problème de gaspillage, d'écologie. Il y a tout à la fois. Bien. Là aussi, on met à disposition de l'argent. Mais non, il faut qu'il y ait un programme qui soit impulsé de rénovation énergétique par des collectivités locales qui disposent de l'argent, qui vont chercher les artisans, qui vont créer des emplois. Je veux dire, ce truc du gouvernement Macron de dire nous on ne sait rien faire, les entreprises savent tout faire, donc on leur ouvre des guichets. Il y a une confiance excessive dans le monde de l'entreprise. Plus qu'excessive. Comme il faut bien qu'on ait des points de désaccord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Benjamin. Je pense que, alors moi, c'est le grand manque. Je pense que on a déjà discuté. Ce plan, il est quand même, on peut le critiquer, mais enfin, vous avez vu que 71% des Français, qui n'est pas fréquent. On va voir une fois qu'il sera exécuté. On les a vus les chiffres, 71% des sondés jugent que c'est un bon plan de relance. Voilà. Et 70% sont même favorables à la répartition des 100 milliards. Et en revanche, 68% ne croient pas à la promesse du gouvernement de ne pas augmenter les impôts, parce qu'on va y venir. Voilà. Mais dans la réalité, ce plan a quelques manques. Sur les jeunes, c'est évident que c'est pas, en tout cas pas. Moi, je pense que ça va bouger. Donc, mais je suis un incurable optimiste. Et alors, ce qui est
pas bon, c'est l'absence d'une affaire sur le logement. Tout le monde, on sait qu'il y a des millions de Français qui sont mal logés. On sait que la politique de logement a du mal à fonctionner dans le pays. On sait. Alors ça, pour moi, c'est une énigme. Pourquoi on a peut-être cette année, on aura 350 000 constructions de logements. Il en faut 500 000. Voilà. Donc, je voudrais qu'on revienne sur un autre fait marquant de ce plan de relance, c'est effectivement qu'il ne devrait pas donner, a priori, à des hausses d'impôts. Bruno Le Maire s'en porte garant. Il l'a encore répété hier sur Europe 1. Écoutez. Tant que je serai ministre de l'économie et des finances, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts et que nous tiendrons nos engagements de baisse d'impôts, suppression de la taxe d'habitation d'ici 2023, baisse de l'impôt sur les sociétés à 25% pour toutes les entreprises d'ici 2022. Jean-Hervé Lorenzi, vous comprenez comment fait ce gouvernement pour sortir un plan de relance à 100 milliards d'euros sans hausse d'impôts? Bruno Le Maire parle de temps qu'il sera au gouvernement. Ce qui veut dire 2 ans. Elle est là la faille. Je suis convaincu que dans les 2 ans qui viennent, avant l'élection présidentielle, il n'y aura pas de hausse d'impôts. J'en suis convaincu. Mais après... Deuxième sujet, quand on regarde bien, alors essayons aussi d'être un peu positif, parce qu'il y a 40 milliards sur les 100 milliards. En gros, on a dépensé jusqu'à maintenant 50-60 milliards, tout l'ensemble de ce qui a été fait dans les 4 mois, qui a quand même été bien fait, très bien fait. Après, il y a 100 milliards sur 2 ans. En fait, dans les 100 milliards, il n'y a pas vraiment 100 milliards, parce qu'il y en a 11 qui viennent du plan d'investissement d'avenir. Donc, en réalité, ça va faire 50-50 ou 45-45. Cette affaire est pour 40 milliards payés par l'Europe. Donc, ça en fait déjà un paquet en moins. Deuxième sujet... La réalité, c'est qu'on va passer 2, 3 ou 4 ans. Moi, je suis convaincu qu'on rentre dans une crise assez longue, dans laquelle les problèmes de déficit budgétaire ne joueront pas, et tout simplement parce que les banques centrales et la nôtre, la BCE, jouera le jeu de prendre en charge de fait les déficits budgétaires, d'acheter les titres, les obligations souveraines, autant qu'il le faudra. Qu'un jour, il y ait un rendez-vous avec les impôts, c'est possible. Mais je ne crois pas que c'est évidemment pas dans les 2 ans, et peut-être plus... Donc la promesse est tenable durant ce quinquennat, mais peut-être pas après, quoi. Oui, moi j'ai plusieurs remarques. C'est quand même un avertissement pour les Français qui nous regardent. Oui, moi j'ai plusieurs remarques. Bon, la première, c'est que je suis assez d'accord aussi. Je pense que sur les 2 ans, on n'aura pas d'augmentation d'impôts. En plus, on va rentrer dans une période électorale, donc je veux dire, il y a très peu de chance. Alors après, il y a 2 problèmes. Premier problème, est-ce que la politique, on va dire, très, je ne vais pas dire laxiste, mais en tout cas très permissive des banques centrales et de très bas taux d'intérêt va continuer pendant longtemps? C'est probable, et donc dans ce cas-là, ça sera un peu indolore. En plus, on peut très bien imaginer, je sais que c'est un sujet qui fait polémique, mais on peut très bien imaginer, parce que c'est discuté parmi les banquiers centraux, de la possibilité d'éponger une partie de la dette que détient la Banque centrale. Bon, donc ça, si ça se passe comme ça, c'est très bien. Mais si ça ne se passe pas comme ça, si jamais il y a un redurcissement, on va dire, monétariste chez les banquiers centraux, ou s'il y a un nouveau choc qui fait que les taux d'intérêt montent, etc. Alors à ce moment-là, soit il y aura de nouveaux impôts, soit ce qui est... parce que ça, les Français ne s'en rendent pas compte, c'est que les impôts, dans beaucoup de cas quand même, quand l'argent est bien dépensé, et pour l'essentiel il est plutôt bien dépensé, c'est les services dont ils bénéficient. C'est les transports, c'est l'école. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il ne faudrait pas une hausse des impôts pour améliorer les services publics dont les Français mais donc moi c'est ça ma crainte, si vous voulez, c'est que c'est toujours facile de dire mais il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Vous garantissez le même niveau de net à payer pour la santé, vous garantissez l'augmentation du nombre des crèches. C'est ça qui nous intéresse. Et si vous le garantissez, comment vous faites pour le payer? Et donc sur ça, ils sont très silencieux. Jean-Hervé Lorenzi. Non, ce que je crois, c'est qu'on est en fait d'accord. Il ne va rien se passer avant 2 ans. On est quand même dans une hypothèse dans laquelle, disons, pour les années qui viennent, plusieurs années qui viennent, le comportement des banques centrales sera stable. Je veux dire, c'est comme un avion qui décolle. Quand vous êtes dans une logique, c'est très difficile d'en changer, sauf ce que Benjamin vient d'indiquer, un pépin, une guerre, des conflits, tout ce qui peut arriver. Mais c'est pour ça que c'est si difficile de se
projeter, parce que qu'est-ce qui va se passer si Trump est réélu? Qu'est-ce qu'il va bien à un moment vouloir... il est quand même... il a la gâchette, le doigt sur la gâchette, il a quand même envie de s'agiter. Donc s'il est réélu, ce sera des élections, il va faire quelque chose vis-à-vis on peut imaginer vis-à-vis des Chinois. Donc tout ça... Des Chinois et de l'Europe, du commerce mondial. Donc, on aura vraisemblablement encore une période extrêmement compliquée. Mais s'il s'avère que, j'allais dire, les chocs sont moins importants que celui que nous connaissons, à ce moment-là, tout le monde va se concentrer sur l'idée qu'il faut s'en sortir. Cette crise, vous savez, ce que nous autres, les économistes, une des choses intelligentes qu'on connaît bien, c'est que les sorties de crise sont très longues, très longues. On rappelle toujours que les États-Unis ont retrouvé leur niveau d'activité de 1928, ils l'ont retrouvé en 1943. Et la guerre avait été déclenchée. Ça prend beaucoup de temps, les sorties de crise, et on n'est absolument pas sorti de cette affaire aussi rapidement que le disent les uns les autres, y compris le gouvernement. Mais au moins peut-être une garantie, et peut-être que cela rassurera certains de nos téléspectateurs, pas de hausse d'impôts, au moins dans les 2 ans. Merci en tout cas à tous les deux pour votre éclairage. Merci d'avoir participé à ce match des idées. On se retrouve donc demain à 18h et à 22h30. En attendant, vous avez rendez-vous avec Bonjour chez vous à 7h30. Demain matin, Oriane Mancini reçoit Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l'insertion. Je vous souhaite une excellente soirée sur Public Sénat.